crois que le papa aussi va s'associer à son enfant pour présenter ses condoléances à tous ceux qui ont perdu leur vie à l'occasion des inondations que notre pays et tous les pays du Sahel connaissent aujourd'hui. Et notre sympathie pour ceux qui sont dans les difficultés. Mesdames et messieurs, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais vous saluer, je le répète chaque fois, mais c'est pas, il n'y a aucune redondance, je suis convaincu parce que je connais vos occupations. Le fait de les laisser de bonne heure pour venir vous asseoir, soutenir votre collègue, c'est quelque chose que j'apprécie à sa juste valeur. Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions de la République, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, j'ai été très attentif aux mots que vous venez de prononcer. Mesdames et Messieurs, les membres des différentes délégations et des missions diplomatiques présentes au Mali, j'apprécie à sa juste valeur votre présence pour le soutien de nos filles, qui sont notre avenir. Monsieur le coordinateur du système des Nations Unies au Mali, Madame la représentante résidente de l'ONU Femmes au Mali, Monsieur le directeur pays de plan international, je viens d'écouter votre discours qui est dit dans un langage bien compris. J'ai même demandé à Madame de quelle nationalité vous êtes. En tout cas, je suis certain que vous êtes d'un pays anglophone. Je me suis dit, il doit être du Ghana, du Libéria, du Nigeria, du Sierra Leone, du Cameroun anglophone. C'est la même chose. Comme on dit, d'après les Dogons, tu sais, chez nous, on a des cousins qui nous chahitent, ils disent que les Koroboro gagnent Boroka, bien Borokele. Les Camerounais, ils sont très... Vous savez, c'est un pays qui a des cadres de très haut niveau. Moi, j'ai eu à travailler avec beaucoup de Camerounais dans les années 90 sur un grand projet malien de développement des télécommunications sur 20 ans, de 1994 à 2004. Et j'ai eu à diriger plus d'une 150 cadres étrangers et les Camerounais m'ont beaucoup impressionné. J'ai compris qu'ils avaient un système éducatif très très solide à la base. Et donc, ça ne m'étonne pas que vous soyez polyglotte. J'imagine qu'en plus du français et de l'anglais, vous devez parler le bamileke et les autres langues camerounaises. Mesdames et Messieurs, les représentants des ONG internationales au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des enfants, Madame la Présidente de la coordination des associations et ONG féminines, CAFO, Monsieur les représentants des légitimités et autorités traditionnelles et religieuses. Vous savez que c'est ici, en décembre 2021, que nous avons réuni pour la première fois l'ensemble des autorités traditionnelles et légitimités traditionnelles à la République du Mali pour échanger sur leur statut qu'ils réclamaient depuis 1958. Les propositions étant soumises au président de la transition, il les a approuvées et vous savez qu'à partir du 11 décembre 2021, il y a un décret du gouvernement qui spécifie le statut des autorités traditionnelles
et les légitimités dans notre pays. Parce que, dans une certaine manière, il constitue aussi la base de notre société. C'est pour cela qu'à toutes les invitations officielles, les ministres prennent soin de leur faire appel. Mesdames et messieurs de la presse, ces hommes et ces femmes qui, sous la pluie, sous tous les temps, qui se font souvent insulter, d'autres même perdent leur vie, mais sans lesquels les messages que nous donnons aux citoyens ne vont pas loin, vont rester juste dans une salle. Mais c'est grâce aux médias que tout ce que nous disons, tout le monde l'entend, dans nos frontières et au-delà. Je voudrais les saluer de façon spécifique. Distingués invités, je voudrais tout d'abord commencer par remercier, au nom de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, les différents partenaires aux côtés des autorités de la transition pour relever les défis contre lesquels les pays du Sahel, en général et particulièrement le Mali, se battent tous les jours. Le 11 octobre est un jour mémorable, non seulement pour les filles du monde entier, mais aussi pour nous, les parents. L'année dernière, je crois que c'est dans la même salle, à la même occasion, j'avais tenu à réaffirmer l'engagement du Mali à protéger tous les enfants, particulièrement les filles, sous le leadership du président de la transition. C'est notre conviction. Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le thème de cette année est d'autant plus révélateur qu'il met l'accent sur, je cite, l'accompagnement des filles dans les filières scientifiques, la refondation à travers l'éducation. En choisissant ce thème, vous vous inscrivez dans la dynamique de la matérialisation de la vision du président de la transition. Mesdames et messieurs, vous savez, j'ai l'habitude de dire, je le répète, on dit que l'enseignement est pédagogique. Lorsque quelque chose est très important, je reviens là-dessus à chaque fois que j'ai l'occasion. J'aime à le dire très souvent que les forces armées maliennes ont redonné confiance aux Maliens. Nous n'avions plus de pays en réalité. On avait un territoire, une superficie, des populations, mais toutes les décisions concernant notre pays étaient prises ailleurs. On était là juste pour meubler en quelque sorte la galerie. Et c'est les femmes qui nous ont redonné notre confiance. Et je vous assure qu'un peuple qui a confiance peut tout faire. D'ailleurs, je le répète aussi souvent, quand vous partez dans les grandes nations, ce qu'on appelle les grandes nations, parce que toutes les nations sont grandes, mais en fait les grands pays qui sont au début de la scène mondiale aujourd'hui, leurs enfants, dès le bas âge, on les éduque pour leur faire croire que leur pays est le meilleur, que leurs citoyens sont les meilleurs. C'est pour leur donner confiance en eux-mêmes. Parce que quand un homme a confiance en lui, son pays a confiance en lui, et quand les citoyens d'un pays ont confiance en eux-mêmes, ils peuvent tout faire. Et c'est ce qui me fait dire que les femmes nous ont restitué notre honneur et notre dignité. C'est pour cela que souvent je les appelle les monébodéo, les monnaies de Bonao. Certains pensent que c'est la démagogie, mais en réalité c'est la vérité. Pour les anglophones qui ne comprennent pas, vous savez, quand vous avez une douleur qui vous travaille, vous ne savez pas que faire. Celui qui vient vous délivrer, c'est ça les monnaies bodées. Vous avez monnaie de beaux maliens là. Vous avez vu? Mesdames et messieurs, le président de la transition, et c'est important que les jeunes, vous qui êtes les jeunes, vous le comprenez,
qui est le produit d'un consensus des femmes. Parce que c'est important que vous compreniez. Le président est issu des femmes. Et les Maliens ont accepté ce consensus. Il s'est avéré sur beaucoup de questions en avance sur son temps. Je me rappelle que lors de son allocution du 22 septembre 2022, déclarait, je cite, « Pour concrétiser notre ambition de nous placer sur l'orbite des technologies modernes, le pôle scientifique et technologique du Mali verra bientôt le jour. » Ça, c'est son discours à la nation. Cette déclaration a été concrétisée par l'ordonnance du 4 août 2024 qui a consacré la création d'un pôle d'excellence nommé Centre d'intelligence artificielle et de robotique au Mali, CIAR Mali. Vous savez, pour la petite histoire, pour que vous compreniez souvent que les décisions stratégiques souvent se prennent de façon spontanée, avec une forte conviction. C'est lorsque le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, a fait le point sur la table du Conseil des ministres des médailles que les Maliens ont engrangées dans les différents concours internationaux, de partout dans le monde, alors que notre école est à terre. Comment les Maliens ont gagné des grands prix dans tous les domaines. C'est séance tenante que la décision a été prise de créer un centre d'intelligence artificielle et de robotique. Je sais que certains, parce qu'on nous a appelés habitués à ne pas croire à nous-mêmes, se disent, mais ça c'est quoi ça, cette histoire d'intelligence artificielle et de robotique? Certainement que les premiers fruits ne seront pas récoltés avec nous, ni avec beaucoup d'entre vous. Mais les enfants, vous allez les récolter. Dans 20-30 ans, il y a des choses qui seront faites au Mali. C'est ce jour que vous allez vous rappeler que dans les années 2000, il y avait un gouvernement de transition sous la conduite d'un certain Assimi Goïta qui avait pris la décision de créer ce centre. Et après la création du centre, un décret a été pris pour nommer encore une femme comme directrice du centre. J'ai accompagné récemment le président à l'inauguration de grandes usines qui ont été financées par un Malien, que je félicite. Nous regardions les réalisations au niveau de l'usine, les autres ministres. Mais moi, j'étais en train de regarder les étiquettes sur les machines. Dans quel pays ça a été fabriqué? J'ai parlé avec les ingénieurs étrangers. Et quand on est sorti, j'ai dit à monsieur le ministre, ce pays-là, il y a 30-40 ans, ils n'avaient même pas mangé. Ils n'avaient rien. Ils ont eu un gouvernement, des leaders qui ont dit qu'il faut faire en sorte que notre population n'ait plus faim. Il faut faire en sorte qu'on fabrique les choses chez nous. En ce moment, peut-être, beaucoup ne les croyaient pas. Mais 20, 30, 40 ans, 60 ans après, ceux qui exportent leurs machines dans le monde, nous achetons avec eux. C'est très bien. Donc j'espère que dans 20, 30, 40 ans, nous on sera très loin certainement. Mais il y aura des Made in Mali qui sera fabriqué par vous, la jeunesse d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je rappelle aussi très souvent dans mes interventions que le président de la transition, chef de l'État, a instruit au gouvernement que chaque fois qu'un ministre veut nommer plus de 3 personnes, il faut qu'il y ait au moins une femme. Donc si vous voulez nommer 3 personnes, s'il n'y a pas de femmes, les nominations sont purement et simplement bloquées. Ce qui prouve encore que vous avez à la tête de l'État aujourd'hui
des hommes et des femmes qui sont conscients du rôle que joue et que doit jouer la femme pour l'épanouissement du Mali. Votre premier soutien, certains ont dit c'est le premier de la transition, mais c'est le président de la transition. C'est le premier soutien des femmes. C'est vous dire, mesdames et messieurs, qu'à l'instar des autres pays, le Mali vit au rythme du progrès de la technologie, de l'information et de la communication. Et notre politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation intègre la formation du capital humain depuis la base. La formation du capital humain est extrêmement importante. Tant que les hommes ne sont pas formés, bien formés et être mis à niveau, les discours des hommes politiques seront juste là pour amuser la galerie. La formation constitue un outil d'orientation de l'action gouvernementale en matière de recherche scientifique, de développement économique et d'innovation. Mesdames et messieurs, le Mali est un vieux pays de savoir. L'université de Sankoré de Tombouctou était l'une des plus réputées au XVe et XVIe siècle. Et les savants venaient de tous les horizons pour y parfaire leur formation. Ça, c'est une partie de notre histoire que notre jeunesse ne connaît pas souvent. On lui enseigne l'histoire de la Révolution française, de la Révolution industrielle, mais ils ne savent pas qu'à Sankoré, au XIVe siècle, au XVe siècle, des hommes venaient de partout pour s'instruire. Des médecins maliens soignaient des grands chefs qui étaient malades dans ces pays. Mais toute cette histoire a été bafouée. Aujourd'hui, on ne s'en rappelle même pas. Parce qu'on nous a fait comprendre que nous ne pouvons rien. Pour tout, il faut aller ailleurs. Eh bien, c'est bon de vous le rappeler de temps en temps. Quant à l'école coloniale, elle avait privilégié la formation d'auxiliaires pour les besoins de l'administration coloniale. Les instituteurs, les postiers, les commis de bureau. En réalité, ce n'était pas pour développer le pays. C'était pour avoir juste de quoi exercer pleinement sa mission dite civilisatrice. Aujourd'hui, les filles doivent être encouragées à choisir les filières scientifiques pour la simple raison qu'elles ont les mêmes capacités de réussite que les garçons. Les femmes scientifiques évoluent dans tous les secteurs d'activité et se sont constituées très souvent en association. Mesdames et messieurs, lors des assises nationales de la refondation, tenues ici du 27 au 30 décembre 2021, les Maliens ont largement recommandé la nécessité de promouvoir les sciences et les technologies au service du développement, afin qu'elles servent valablement les secteurs clés comme la défense, la sécurité, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé, etc. Sans l'intelligence artificielle et la robotique, il n'y a pas d'enseignement fiable. Le domaine de la défense et de la sécurité le confirme aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je saisis cette occasion pour saluer chaleureusement. Je l'ai déjà fait, mais je vais le faire aussi longtemps qu'on ne nous aura pas laissé en paix. Chaque fois qu'on a l'occasion, on va parler de nos militaires. Certains vont dire que c'est trop, mais je sais que ça fait mal à d'autres. Nous allons le dire parce qu'un homme qui donne sa vie pour que tu sois tranquille, tu ne diras jamais assez de bien de lui. Nous sommes dans cette salle, en réunion tranquillement. Après, on va prendre des boissons, on va déjeuner, on va dormir. Mais pendant ce temps, il y en a qui sont sous le soleil, sous la pluie, qui n'ont pas mangé, qui risquent leur vie
À Tinzawaten, là-bas, je ne suis pas sûr qu'on peut faire un meeting comme ça. Hein. Mais il y a des Maliens là-bas qui sont en train de risquer leur vie. Et c'est pour cela que je ne cesserai jamais de les saluer et dire que depuis l'avènement de la rectification de la transition, mesdames et messieurs, qui fait partie de notre histoire, la vaillante armée est aujourd'hui l'une des meilleures armées en Afrique en termes de renseignement, grâce à la technologie, à la force de frappe de nos vecteurs aériens. Nous coupons le sommet aux terroristes et à leurs complices. Derrière ces grands exploits de nos forces de défense et de sécurité, il y a des hommes et des femmes dotés d'intelligence qui manipulent ces appareils. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parmi eux aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il y en aura dans quelques années. Je vous expliquerai bientôt pourquoi. Mesdames et messieurs, j'appelle donc à l'unité d'action pour la réalisation des droits de nos filles, la satisfaction de leurs besoins scientifiques spécifiques en vue de leur assurer les meilleures perspectives. Au niveau des différents ordres d'enseignement, les filles sont faiblement représentées dans les filières scientifiques, alors qu'elles représentent la moitié de la population. Il est vrai que ce n'est pas leur faute. Vous savez, les hommes, les humains, hommes avec grand H, c'est comme le liquide, quand vous le versez, il va toujours vouloir la pente là où c'est facile. Quand vous partez dans nos écoles aujourd'hui, vous avez les 80% qui sont dans les sciences sociales. Ces sciences sont utiles, mais on ne doit pas oublier aussi les sciences techniques. Parce que dans une société, il faut produire les richesses, il faut les répartir, les distribuer et ensuite les consommer. Beaucoup d'entre nous sont dans la distribution. Mais à la création des richesses, il y a très peu de chances, très peu de personnes. Et c'est là-bas qu'il faut investir et encourager les femmes et les filles à aller. Vous savez, pour la petite histoire, quand je passais le DEF en 1974, en notre temps, c'est l'État qui choisit là où vous devez aller. On vous dit de choisir 3 matières, 3 spécialités. Et après l'examen, on vous oriente. J'avais un directeur qui est venu s'arrêter à côté de moi. Il dit, vous n'allez pas choisir les matières littéraires, il y a beaucoup de gens. Mettez technique, ingénieur 3 fois. Donc je n'avais pas le choix. Parce qu'en ce moment, c'est l'État qui décidait, dans 10 ans, on a besoin de 1000 ingénieurs de tant de temps. Bon, on a laissé tout ça. Bien sûr, les enfants, quand vous les laissez par eux-mêmes, ils vont là où c'est facile, là où c'est trop compliqué. Donc, ce n'est pas votre faute. En réalité, c'est la faute de l'État. L'État doit être un bon père de famille. Un bon père de famille ne fait pas toujours ce que les enfants veulent. Il fait ce que les enfants doivent faire. On a d'ailleurs en Bambara un proverbe qui dit que vos enfants, si vous ne les obligez pas à faire ce qu'il faut, jusqu'à ce que souvent ils pleurent, si vous les laissez faire ce qu'ils veulent, à l'âge avancé, c'est eux qui vont vous faire pleurer. Il y a ce proverbe-là en Bambara. Ça veut dire qu'il faut, les enfants doivent être guidés par les parents. Aujourd'hui, la conscience doit être forte chez tous les dirigeants et tous les décideurs, qu'il faut tout faire pour orienter le maximum de filles, de Maliens dans les filières scientifiques. Pour ce faire, nous devrions commencer par bannir les préjugés, les stéréotypes sur la fille à la maison, à l'école et dans les publicités dégradantes. Dans les images quotidiennes, il faut montrer les modèles des femmes qui ont réussi pour encourager les filles. Il faut plus de femmes professeurs des matières scientifiques. Bref, il nous faut tous repenser pour inverser la tendance de la faible présence des filles dans les sciences. La fille aujourd'hui, c'est la femme, l'épouse, la mère, la grand-mère de demain. Or, c'est elle qui éduque les enfants. Mesdames et messieurs, je voudrais ici saluer
tout particulièrement nos braves filles, sœurs, épouses et collègues, les femmes qui continuent de faire la fierté. Moi, personnellement, en tant que chef du gouvernement, je dois vous dire que je suis fier des femmes avec lesquelles je travaille au quotidien. Je voudrais ici de façon particulière saluer celles que j'ai nommées les Amazones du gouvernement. Vous savez, dans le premier gouvernement, il y avait 2 Amazones qui sont toutes 2 ambassadrices aujourd'hui. C'est des femmes qui ont montré l'exemple au Mali. Pendant des années, personne n'avait pensé qu'on peut faire des examens sans fraude. C'est une femme ministre qui nous a ramené 30 ans en arrière pour mettre de l'ordre. Elle n'est pas là aujourd'hui, c'est la continuité de l'État, mais elle est ambassadrice. C'est d'autres qui continuent cette mission. Ça, c'est la continuité de l'État. Je ne saurais, mesdames et messieurs, avancer davantage sans faire un clin d'œil à toutes ces filles qui tiennent le flambeau de l'excellence dans nos écoles. En effet, en termes de succès scolaire, les femmes sont aux avant-postes. Vous venez d'en décorer quelques-unes. Je vais juste, moi aussi, ajouter ma petite part de celle à cette belle sauce que vous faites. Tenez-vous bien. Depuis 2 ans, c'est une fille qui se classe première de l'examen ODEF, diplôme d'études fondamentales. La première de cette année se nomme Sira Traoré avec 18,57 de moyenne. Mesdames et messieurs, c'est aussi une femme qui est lauréate de la 2e édition de la Semaine du numérique, concours des start-up de la Semaine du numérique 2024 et celle de l'entrepreneuriat féminin. Elle s'appelle Aïssata Sall. Les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain. Donc elles seront au début et à la fin de tout le processus de naissance, de maturation, d'exercice de la fonction de tout homme jusqu'à son départ de ce monde. Elles seront les véritables soldats de la paix et du développement de demain. Elles seront les grands-mères, les mères, les épouses. Elles seront dans les corps de nos forces de défense et de sécurité. Elles seront les épouses, les mères de nos braves soldats qui se battront au quotidien. Elles seront au front avec leurs frères, leurs filles et leurs petits-fils. C'est pourquoi la fille, la femme doit être honorée tous les jours que Dieu fait. Je prends cet engagement car l'un des objectifs du cadre stratégique de refondation de l'État est de contribuer, je cite, contribuer à la rééducation, à la refondation de l'éducation à travers un accompagnement soutenu des filles dans les filières scientifiques. Ça, c'est un des objectifs du cadre de refondation de l'État. En cette occasion solennelle, je réitère mes encouragements aux filles et leur demande d'avoir confiance en elles-mêmes, en embrassant massivement les filières et carrières scientifiques pour développer et valoriser leur potentiel. Mesdames et messieurs, chers enfants, avant de terminer, je voudrais vous entretenir de 2 sujets qui me tiennent personnellement à cœur. Je le fais à titre pédagogique. Le premier, c'est le rôle, le sens qu'il faut donner à l'action de la fille, son éducation, sa vision et sa compréhension de l'école, de son évolution au Mali et du monde. Il est bon que nos filles aient une vision large du monde, comprennent ce qui se passe dans le monde. Aucun pays n'est un îlot aujourd'hui. Rien ne se passe dans un pays qui est nouveau.
Tout ce que vous voyez dans un pays, l'histoire, si vous l'étudiez, vous allez trouver que c'est les mêmes choses que vos ancêtres ont vécues. Mais chez nous, il y a une grande capacité d'oubli. Les gens meurent, ils s'en vont, les nouveaux viennent, et comme on n'écrit pas, c'est l'éternel recommencement. Je le dis parce que, mesdames et messieurs, le deuxième problème, c'est la nécessité de la vigilance, de la capacité de discernement de tous les Maliens, de tous les instants, par rapport à la situation politique, économique et sociale du Mali, afin de s'assurer la réussite totale de la transition et conjurer tous les risques de dérapage possibles. Sur le premier point, mesdames et messieurs, toutes les filles d'aujourd'hui, demain, c'est vous qui seront les femmes, les épouses, les mères et les grands-mères. Donc la société, c'est dans vos mains. Tout homme que vous voyez, roi, président, premier ministre, ministre, grand sportif, en fait, c'est une femme qui lui a donné la vie. Celle qui lui a tout appris avec sa grand-mère. Celle qui l'a vu marcher tout petit. Quand il grandit, il devient un homme, il se marie à une femme. C'est une femme qui le voit encore. Quand il a des problèmes, vous voyez seulement les hommes, souvent qui se voient en politique, ou quand ils sont très vieux, pratiquement beaucoup les abandonnent, sauf leurs femmes, leurs filles. Donc, tout ce que nous faisons, il faut comprendre que l'épanouissement d'une femme, c'est l'épanouissement de la société. Tout dirigeant doit comprendre cela. Je dis cela à vous qui êtes dans cette salle, mais en réalité, je le dis à l'intention de tous les Maliens, et pour ne pas être grandiloquent, à tous les Africains. Parce qu'on a plus ou moins les mêmes problèmes dans la plupart de nos pays. Le deuxième point, mesdames et messieurs, c'est par rapport à la situation politique. Vous savez, le Mali est un pays qui ne cesse de surprendre. Aujourd'hui, il y a un grand bouleversement en Afrique. Le besoin de souveraineté, d'indépendance, d'assumation de la personnalité des Africains, ça a toujours existé. Il a fallu une étincelle. Pourquoi vous entendez beaucoup de Maliens dire aujourd'hui, on est très fiers d'être Maliens. Quand on va à l'extérieur, quand on voit nos passeports, on nous fait des garde à vous, on nous salue. En réalité, ce n'est pas qu'on a inventé. C'est un besoin chez les Africains. Et à travers ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme, on a voulu nous voiler la vérité. Et c'est ce qui m'a fait dire que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. On nous a tellement inculqué cette histoire de lutte contre le terrorisme que c'est les autres qui vont venir la faire, qu'on en est venu à croire que le terrorisme est une fatalité, que pour lutter contre le terrorisme, il faut des gens qui viennent de l'extérieur. Mais les Maliens ont montré que ce n'est pas ainsi. Les Maliens se sont organisés et le 18 août 2020, les Maliens ont fait un changement de paradigme. Ce n'est pas des critiques politiques, c'est la vérité. Les Maliens ont changé de paradigme politique parce que nous avons fait une analyse claire. Nous avions plus de 50 000 forces armées sur notre territoire. Pendant ce temps, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali s'est étendu à 80% de notre territoire. Et s'est étendu au Burkina Faso, au Niger,
au nord du Togo, au nord du Bénin, a fait même des incursions en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'il y a un mensonge quelque part. Vous prescrivez une maladie, vous avez des médicaments pour un malade qui est censé guérir en 2 semaines. Au bout de 7 semaines, la maladie de l'oreille ou d'une partie du corps s'étend à 80% du corps, s'étend à ses voisins. Ça veut dire que vous devez poser une question. Soit vous attendez la mort, ou vous levez, vous changez d'ordonnance, vous changez de prescription, vous changez de posologie, au besoin vous changez d'analyse et vous changez de médecin. Le Mali a décidé de tout changer et prendre son destin en main le 18 août 2020. Nous avons beaucoup espéré, mais on a vu déchanter parce que les forces contraires étaient fortes à l'extérieur et à l'intérieur. Vous savez, on est très sensible aux compliments. Vous savez, les dirigeants africains, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, devant les gens, les autres les caressent. Mon ami, mon frère, mais derrière les rideaux, ils les menacent, ils les tuent et ils sont obligés de céder. Ils les terrorisent. Au lendemain des indépendances, tous les Africains qui ont voulu se prendre en charge, on les a assassinés. Le Cameroun, c'est le pays le plus illustratif, comme il y a un Camerounais ici. Les combattants de l'indépendance, ils ont été assassinés. Des villageois ont été assassinés. Des villages entiers ont été brûlés au lapin. Des femmes et des enfants pour les amener à plier. Dans les autres pays, je ne veux pas citer de noms pour ne pas créer d'incidents diplomatiques, il y a des gens qui sont alignés sur eux. Est-ce que vous savez qu'on les amène dans un bureau, les menacer de mort? On a assassiné leur adjoint chez eux. Et il a tourné kazakh. Et ils ont juré d'être au service de ces pays jusqu'à la fin de leur jour. C'est le même système qui continue. Donc les Maliens se sont levés. Le 18 août 2020, ils ont arrêté. Mais on a continué à nous faire des compliments. Ah, le Mali a fait en 3 ans ce que les autres n'ont pas pu faire en 7 ans. Dja, on était en train de nous enfoncer. On nous donne des bonbons, on reste goûter ce bonbon-là. Dja, on nous amène au bord du précipice pour nous pousser dedans. On a fait 9 mois. On tournait. On a oublié complètement pourquoi les Maliens se sont levés. Oh, les Maliens se sont levés, pour faire le résumé, pour 5 objectifs majeurs. Les Maliens ont dit, le terrorisme là, il a pris 80% de notre territoire. Mais si on ne fait pas attention, notre pays va disparaître. Donc, la défense et la sécurité. Les Maliens ont dit, deuxième chose, notre pays doit être réformé. S'il n'est pas réformé, rien ne pourra aller. Et d'ailleurs, la même CEDEAO qui parle a envoyé ici en 2018 une délégation dirigée par le ministre nigérien des Affaires étrangères. Et ils ont fait un rapport pour dire que la situation au Mali est telle qu'il ne faut plus rien entreprendre sans faire des réformes. Jusqu'au 18 août 2020, il n'y avait pas de réforme. Donc le peuple a exigé ces réformes. Nous avions une constitution pendant 20 ans, nous avons voulu la modifier. Ce n'est pas possible. Et donc les Maliens ont exigé qu'il y ait des assises nationales de la refondation. Ces assises constituent aujourd'hui la feuille de route du gouvernement. Les Maliens ont dit que la corruption a gangréné l'ensemble de la société. Tous les corps, y compris notre outil de défense, les écoles,
la magistrature, tous les domaines, tout s'achète dans notre pays, tout se vend. Et les récents procès nous ont montré, quand les chefs parlent, on exécute. C'est ce qui me fait dire souvent au ministre, faites attention. Dans un pays, il y a Dieu, il y a le peuple, il y a les lois. On ne fait pas ce qu'on veut. Or, ce que les autres ont mis dans nos têtes, c'est que quand tu es dans un poste de responsabilité, tu fais ce que tu veux. Mais ça finit toujours par attraper. On vous dit, fais ça, sans regarder la loi. Vous le faites, mais le jour où ça va vous rattraper, celui qui vous a dit de faire n'est même pas là. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui défilent à la barre, qui viennent dire, ah non, c'est des ordres qu'on m'avait donné. Mais c'était illégal. Quand les lois ne sont pas bonnes, on les change. Mais on ne vit pas en marge des lois. Les pays stables qui sont construits à partir du respect de la loi. Même les présidents sont jugés dans ces pays. Quand la loi n'est pas bonne, on la change. Mais chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans nos têtes que quand tu as une partie du pouvoir, tu fais ce que tu veux. Et ce qui a amené la corruption à gangréner toute la société. Donc les Maliens ont dit lutte contre la corruption et l'impunité. Il y avait des disparitions forcées. Les gens disparaissent pour toujours. Depuis 1993, les gens se lèvent maintenant, ils pensent que c'est maintenant. Mais en 1980, mon adjoint, on l'a attrapé à la sortie d'une mosquée à 5h30. On l'a pris dans un sac. Il a disparu pendant 2 semaines. Ces pratiques, il faut qu'on les arrête. Ces pratiques ne peuvent pas continuer. Parce que notre pays vit trop sous le coup de l'amalgame. Je vais y revenir. Les Maliens ont demandé l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, qui était un voile qu'on a mis sur notre tête, au nom duquel, sous couvert de préserver l'intégrité du Mali, on a perdu notre souveraineté. Il y avait un voile avec des forces, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, Pititi et Patata. Et UTM. Vous savez, il y a des forces qui entraînent nos militaires ici. Quand on leur dit des balles pour les entraînements, ils disent non, non, non. On appelait à faire des défilés, à parler des droits de l'homme. Et puis c'est tout. Mais une armée qui est uniquement appelée à défiler et parler des droits de l'homme, pendant qu'on tue les citoyens. Mais ça, c'est pour nous tromper. Et donc, il y a des politiciens, on a mis dans leur tête. J'ai entendu des gens dire, il n'y a même pas d'armée au Mali. Ils ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. J'ai eu un diplomate qui m'a dit, il y a quelques années, mais on vous apprend les droits de l'homme et les défilés, ce n'est pas avec ça que vous allez libérer votre pays. Donc on nous dit, l'intégrité territoriale du Mali est sauve, mais au fond, on a perdu notre souveraineté. L'armée ne peut même pas aller dans certaines zones. On leur dit que c'est interdit, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba, de G5 Sahel, de Barkhane et que sais-je encore. Nous ne pouvions même pas payer des lunettes à vision nocturne. On ne peut pas payer d'hélicoptères, ni d'avions, ni rien, dans un pays vaste comme le nôtre. Aucune chance de gagner contre le terrorisme. Les mines d'or étaient exploitées. Moi, je viens d'Ansongo. La mine d'or de Tassika, depuis 2009, j'ai tapé à toutes les portes. 2019, disons. On remplit des camions, on traverse des pays, ils vont au port. Et les minerais de fer est exporté. Ne parlons pas de Kidal, de Gao, et même de l'ouest du Mali aujourd'hui. Il y a des bandits qui viennent, ils corrompent tout le monde. Les populations sur la Falémé, à l'est du Mali, les cours d'eau sont empoisonnés, les poissons meurent, l'environnement est détruit. Mais c'est quoi? C'est des étrangers qui viennent avec des sacs d'argent. On corrompt toute la chaîne parce que la corruption a gangréné toute nos sociétés et on nous empoisonne.
Personne ne peut parler. Nous avions perdu tout cela. Et ceux qui profitent de ça nous ont dominés. On ne pouvait rien dire. Vous parlez, on vous met en prison. On vous tue. On organise des élections bidons. Quand un hélicoptère coûte 30 milliards, quelqu'un détourne cet argent. Aux élections, il sort 1 milliard, il achète les pauvres. Mais ma grand-mère qui a faim, quand les élections viennent, tu lui amènes 1 kilo de mil, mais elle vote pour le kilo de mil, elle n'a aucune conviction. Et on nous a importé cette affaire-là qu'on dit démocratie, petiti et patata. La démocratie, c'est ce qui arrange le peuple. Moi, j'ai reçu un ambassadeur dans mon bureau qui est venu me faire la leçon. Je l'ai arrêté net. J'ai dit, dans ton pays, en 1945, personne n'a parlé de démocratie. Vous aviez faim. Vous aviez un président qui a dit qu'il faut que les citoyens n'aient plus faim dans son pays. Au bout de 5 ans, le problème est résolu. Vous avez passé aux technologies de l'information. Aujourd'hui, votre pays, c'est l'un des premiers. Une nation sécurisée, nourrie, soignée, éduquée, celle qui exerce la démocratie. Et la légitimité de tout pouvoir repose sur la sécurisation de ses citoyens. Un pouvoir qui ne peut pas sécuriser ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Un pouvoir qui ne peut pas nourrir sa population, il ne peut pas être légitime. Un pouvoir qui ne peut pas soigner sa population, il ne peut pas être légitime. Qui ne peut pas éduquer sa population ne peut pas être légitime. Lorsqu'une population est sécurisée, nourrie, soignée, enseignée, elle exerce la démocratie. Elle renvoie ses dirigeants quand elle veut. Mais quand on maintient les gens dans la pauvreté, on crée une oligarchie qui détourne toutes les ressources et on vient corrompre les gens en leur disant que c'est la démocratie qu'on construit. Ce n'est pas de la démocratie. Et d'ailleurs, j'ai dit à cet ambassadeur-là, aucun pays dans l'histoire de l'humanité, aucun, n'a commencé son développement par la démocratie. Les pays qui nous enseignent la démocratie, c'est le sang et la sueur des Noirs qui a construit les bâtiments chez eux, qui a fait leur richesse. Donc, laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Même ces pays qui nous donnent les leçons, les deux hommes les plus célèbres en France, c'est Napoléon et De Gaulle. Ils ne sont pas venus par élection au pouvoir. C'est eux qui ont construit leur pays. Personne n'a mené De Gaulle au pouvoir par les élections. Donc il faut qu'on nous laisse en paix. On ne veut pas d'une corruption généralisée qui a détruit notre pays. Nous avons demandé ensuite un pacte de stabilité sociale pour qu'il y ait la paix. Quand un soldat se bat au front, sa femme, ses enfants, sa mère ne sont pas en sécurité, il ne peut pas se battre. Il fallait donc la stabilité dans le pays. C'est pour cela qu'en son temps, j'ai félicité les syndicats maliens pour leur sens du patriotisme. Parce que je sais que des tentatives internes et externes étaient venues pour amener les syndicats à créer le trouble. Les syndicats ont refusé. Ils ont mis la stabilité du Mali devant tout. Voici les exigences principales du peuple malien. Mais regardez, on a fait 9 mois. Rien de tout cela n'a été fait. Il a fallu le 24 mai 2021, qui est la rectification de la transition. Et particulièrement le 7 juin 2021, lorsque celui que l'armée a choisi a été adoubé par le peuple à travers la Cour suprême. Quand la rectification a été mise en marche à partir du 7 juin 2021, c'est ce même jour que le président nous a nommé Premier ministre. Et on a mis le turbo. La finalité, c'est quoi? À moins d'1 an, notre armée s'est transformée. Elle a amené le fer dans le camp des djihadistes. Nous avons chassé toutes ces forces-là qui étaient là pour nous tromper. Nous sommes équipés, mais c'est les mêmes militaires, c'est le même pays,
C'est les mêmes terroristes, pourtant ils sont même renforcés. Pourquoi? Parce que le leadership a changé. L'armée a pris confiance. L'armée allait à l'assaut. Et aujourd'hui, les Maliens ont confiance. Ça nous a permis, les politiques, d'aller parler là où vous savez. Balabay Antara Gouchadala. Avado, nous comment m'y fait. Minka, Avado. Maintenant, Baladeo Minoube Malila, Ubeka Mougo Toro. Nous avons recouvré notre souveraineté. Le Burkina s'est joint à nous. Le Niger s'est joint à nous. Les autres Africains. Le besoin de souveraineté est devenu international aujourd'hui. C'est tous les Africains. C'est pour cela que j'ai dit que nous n'avons pas le droit à l'échec. Le monde entier est en train de regarder le Mali. Nous avons une grande responsabilité historique et politique. Nous avons fait 2021, 2022, début 2023. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ce que j'appelle la confusion. Historiquement, le monde avance dans la lutte des forces politiques. À chaque étape de l'histoire, il y a une force politique qui gagne, soit par les élections, par une révolution. Elle imprime sa ligne jusqu'à atteindre ses objectifs. Après, une autre force politique vient. Mais on ne peut pas, dans le même pays, faire le changement. Et ceux qui ont combattu le changement ouvertement, ou ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas là-dedans, qui viennent faire les donneurs de leçons. Ça n'existe dans aucun pays dans l'histoire du monde où ceux qui sont tombés sont venus dicter à ceux qui sont arrivés comment ils doivent se conduire. C'est pourquoi le premier conseil de cabinet que j'ai tenu, j'ai dit aux uns et aux autres, nous allons faire une transition de rupture, pas une rupture de la transition. Nous allons faire des réformes. Ce jour-là, il y a des hommes qui m'ont dit, vous êtes en train de passer à côté. Votre rôle, ce n'est pas de faire des réformes, c'est de faire des élections et vous en allez. C'est le gouvernement démocratiquement élu qui va faire les élections. Depuis ce jour, j'ai dit aux messieurs, vous savez, Ambe Malien, Ambe do Dakelef, mais Antebo Dakelef. Pour ceux qui ne comprennent pas français, j'ai dit, on est tous des Maliens. On va rentrer par la même porte, mais on ne sortira pas par la même porte. Les soldats qui sont en train de mourir au nord, c'est lui qui détourne l'argent des équipements militaires. C'est lui qui vient me donner des leçons. On va dire qu'il faut mettre tout le monde ensemble, mais les Maliens étaient ensemble. Tous ces pays où il y a eu les changements là, ce n'est pas des problèmes de démocratie. Au Mali, il y avait un président, il y avait une assemblée. Au Burkina, il y avait un président, il y avait une assemblée. Au Niger, il y avait un président, il y avait une assemblée. En Guinée, il y avait un président, il y avait une assemblée. C'est l'insécurité généralisée. C'est le désarroi des peuples qui a fait surgir des tréfonds des citoyens qui sont venus lui restituer leur dignité, leur honneur. Mais qu'est-ce que je vois ces derniers moments? Les mêmes gens qui m'ont dit ça, ceux qui ont dit qu'ils vont tout faire pour faire tomber la transition, ceux qui deviennent des donneurs de leçons au Mali, et regardez seulement les médias, regardez les réseaux. Nous ne pouvons pas accepter cette confusion-là. Il faut de la clarification. On a atteint la phase de la clarification maintenant. Première phase, on a changé de paradigme. Deuxième phase, on a rectifié les erreurs. Aujourd'hui, il y a la confusion. Il faut faire la clarification pour que notre pays puisse avancer. Sinon, on risque d'être les derniers. On était les premiers, mais à cause de la confusion, on va nous amener en arrière. On ne va pas l'accepter. Les Maliens ne l'accepteront pas. Les Maliens veulent aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons une ligne claire. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout. Et on va dire non à la confusion.
les Maliens vont imposer la clarification pour que notre pays puisse avancer. Vous savez, il y a un grand homme célèbre américain qui a dit qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut jamais tromper tout le peuple, tout le temps. Cela est devenu le sport favori de ceux qui sont partisans de l'amalgame et de la confusion. Vous savez, la parole est donnée à l'homme pour deux choses. Pour bien expliquer ce qu'il veut, ou pour bien masquer ce qu'il veut. Le sport favori au Mali aujourd'hui, c'est les gens disent ce à quoi ils ne croient pas. Des faux soutiens de la transition qui sont en train d'applaudir, alors qu'avant-hier seulement, ils étaient en train de profonder la même transition. J'ai dit aux uns et aux autres, laissez-nous avancer, laissez le peuple malien avancer. Les assises nationales de la refondation, vous savez quand ça a été initié par le président et le gouvernement, quand il y a la rectification. Mais c'était dit que les assises ne sont pas nécessaires. Les mêmes qui parlent aujourd'hui ont dit qu'il ne faut pas des assises. Mais nous avons dit que les assises ont un avantage. Les mouvements politiques qui ont conduit le changement, les forces armées de sécurité et la grande majorité des Maliens, la grande majorité silencieuse, et même ceux qui étaient contre, en échangeant, nous allons nous comprendre d'avoir une feuille de route pour la transition. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on est en train d'appliquer les résolutions des assises. On a une feuille de route, mais il y a du bruit qui se lève, de la confusion d'un peu partout, au point que certains ont même mal à la tête. Ça suffit. L'heure de la clarification a sonné, exactement comme l'heure de la rectification a sonné en son temps. Il faut de la clarification au Mali. Il faut qu'on laisse la transition avancer. Le peuple malien est un pays béni. La CEDEAO et les Occidentaux, certains se sont levés contre nous, ils ont échoué. La transition, j'ai dit à tous les pays et les chefs d'État qui s'acharnent contre nous, laissez-nous en paix. J'ai dit la même chose au Mali. Toute personne qui se met au travers de la transition, Allah Tessera Dama, Dieu ne va pas l'aider. Même ceux qui ont conduit le changement, nous-mêmes si on se met contre la transition, le peuple va jeter dans la poubelle et continuer son chemin. Les hommes passent, le peuple malien reste. Il va continuer son chemin inexorablement. Donc l'appel que j'ai à lancer à tout le monde, mettez de l'eau dans votre nyamako là. Laissez la transition avancer suivant la feuille de route qui a été tracée par les assises nationales. Le gouvernement aujourd'hui est en train de conduire sous la direction d'Assimi Goïta la transition à la satisfaction des Maliens. Il y a des phénomènes que nous ne maîtrisons pas. Les inondations là, toutes les semaines on se réunit pour ça. Mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut pas les éviter. Mais quand quelqu'un va faire croire que c'est parce que le gouvernement est incompétent, qui est ceci, y est cela, je vous demande de la résilience, de la compréhension. C'est ce qui nous a permis de tenir face à l'embargo. Ces deux messages-là, le rôle de la femme, des filles, les futures mères, le respect qu'on leur doit à tous les instants dans la société, pour notre réussite et l'arrêt de cette confusion-là au Mali, c'est des messages que je voulais faire passer. Ça va être entendu, parce que si ce n'est pas entendu, le peuple malien va s'imposer, les faire entendre. Les filles maliennes, personne ne va plus les piétiner au Mali. C'est terminé. L'avancée du Mali aussi, personne ne peut l'arrêter. Voilà les messages que je voulais vous faire passer. Et vous dire, mesdames et messieurs, que pour terminer tout ce discours qui est très enflammé, vous allez dire que ça c'est le politicien qui est venu parler. Pour terminer, mesdames et messieurs, je voudrais souhaiter plein succès aux travaux de la 13e édition de la Journée internationale de la fille. Bonne journée, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup.